Bonjour, bonsoir et re-bienvenue dans cette nouvelle tradition du cinéma de Durandal instaurée depuis l'année dernière, depuis il y a 2 ans quand je me suis foiré sur l'Oscar de DiCaprio à vrai dire, qui est de faire des prédictions avant la cérémonie des Oscars et de les vérifier une fois la cérémonie passée, c'est logique. Je vais à nouveau devant vous faire la liste de tous les films qui ont été sélectionnés et des Oscars que je vois être attribués ou que j'aimerais voir attribués, puisque comme l'année dernière, je ferai mes Oscars personnels et je ferai mes prédictions vis-à-vis des Oscars de l'Académie elle-même. La petite nouveauté de cette année, c'est que cette fois-ci, j'ai réussi à voir les films étrangers qui sont en compétition et qui sont nommés pour recevoir une statuette. Heureusement d'ailleurs que j'ai rattrapé cette catégorie aussi, parce que en ce qui concerne la sélection de base des films de cette année, je ne comprends pas cette liste. Je ne comprends pas cette sélection de films pour les Oscars. Les 3/4 n'ont rien à foutre là. Enfin, tu regardes des sélections, The Post, qu'est-ce que The Post vient foutre au milieu de ce truc? Call Me By Your Name et Lady Bird et des choses dans ce genre-là. Enfin, peut-être que cette aberration a un sens. Parce que cette année, les Oscars sont particulièrement ouverts et diversifiés, etc. Et t'as un peu l'impression qu'ils ont été en galère pour trouver quelqu'un à nommer dans à peu près toutes les catégories pour que personne ne puisse gueuler, en fait. Donc il y a à peu près toutes les minorités qui sont représentées dans à peu près tous les domaines, mais du coup, la sélection de films en elle-même, elle a l'air complètement farfelue et complètement absurde, donc ça a été un calvaire de faire des prédictions cette année, quoi. Parce que d'habitude, tu peux t'appuyer sur certaines habitudes et certains trucs historiques, mais alors là, franchement, je suis assez paumé. Bon, évidemment, tous les ans, il y a des surprises, hein, faut pas faire comme si c'était toujours cousu de fil blanc. Mais enfin là, quand même, cette sélection, elle est particulière, quoi. Prenant les leçons de l'année dernière, j'ai décidé, dans la plupart des cas, d'offrir les Oscars de l'Académie elle-même, donc les vraies prédictions pour les Oscars qui vont être décernés dans l'année, aux films que j'aime le moins de la liste. Parce que c'est à peu près ça, le truc, quoi, la norme. Généralement, quand c'est le film que j'aime le moins, c'est celui-là qui part avec le plus de trucs. Ça va être rigolo, et on va commencer dès maintenant à refaire cette petite liste à l'envers de ce qui est marqué en fait sur leur liste à eux. Ils ont toujours une liste qui me semble pas aller dans le bon sens, mais bon, et qui met le meilleur réalisateur et le meilleur film en plein milieu du truc. Donc, je vais vous faire la liste telle que je l'ai moi, telle que je l'ai notée ici. Et à la fin, on terminera avec meilleur réalisateur et meilleur film. Allons-y immédiatement pour meilleur scénario original. Sont en sélection cette année The Big Sick, adapté de l'histoire vraie de Kumail Nanjiani, un comédien de stand-up américain qui, au moment où il a commencé à être à peu près découvert, s'est également retrouvé à devoir prendre des décisions extrêmement importantes par rapport à la vie de sa petite amie, d'ailleurs même au moment du film, son ex-petite amie, quand elle tombe malade, et il a décidé, l'histoire étant terminée, de l'adapter en film. Donc c'est une histoire vraie qui a été adaptée donc en ce scénario original. Get Out, le fameux film d'horreur qui nous met dans la peau de la communauté noire américaine face à la population blanche américaine. Lady Bird, le récit initiatique, ou en tout cas la découverte de l'âge adulte d'une jeune femme qui se fait appeler Lady Bird. The Shape of Water, le dernier conte de Guillermo del Toro sur une femme muette qui tombe amoureuse d'une créature amphibienne retenue dans un centre de recherche de l'armée dans les années 50 ou 60, dont elle tombe amoureuse et donc elle va essayer de faire sortir. Et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, l'histoire d'une femme qui pète un câble parce qu'il n'y a pas d'avancée sur l'enquête sur la mort de sa fille. Et elle décide donc d'interpeller le shérif Willoughby, le shérif local, grâce à 3 panneaux publicitaires qui lui demandent où en est l'avancée de son enquête. En ce qui me concerne, sur cette liste de scénarios originaux, mon choix personnel va sur Get Out, que j'ai vraiment trouvé extrêmement fort et très très bien trouvé, un film d'horreur qu'on a vraiment quasi pas vu. On n'a pas vu de film avec ce scénario-là, et avec cette ambiance-là, et avec ce principe de départ-là. Un nouveau point de vue dans le cinéma, c'est toujours quelque chose d'assez incroyable, et en ce qui me concerne, c'est ça qui doit être loué, et non pas la facilité, la simplicité, la platitude du scénario de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, et comme je le déteste, je vais partir du principe que c'est lui qui va remporter la statuette du meilleur scénario original. Donc voilà, en ce qui me concerne Get Out, en ce qui concerne l'Académie, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Meilleur scénario adapté. Et alors là, c'est là qu'on commence parfois à rigoler sur la sélection de films. Call Me By Your Name, adaptation d'un livre sur le début de l'âge de la vie sexuelle et amoureuse d'un jeune garçon de 16-17 ans
dans une villa italienne lorsqu'il tombe amoureux de l'assistante de son père, qui est venu aider pendant un été. The Disaster Artist, adapté, je l'ai à côté de moi celui-là pour le coup, du roman de Greg Sestero et comment il s'appelle l'autre, Tom Bissell. Parce que c'est pas Tom Bissell, ça doit être Tom Bissell. L'adaptation donc de l'histoire plus ou moins vraie, c'est un peu le problème que j'ai avec cette adaptation, du tournage de The Room, soi-disant le pire film de l'histoire de l'humanité, qui donc là a été adapté en film par James Franco. Ensuite, Logan. Je suis désolé de... C'est pas que le comics n'est pas quelque chose de valable et avec quelque chose à raconter, mais enfin, vous avez mis en sélection, pour un des meilleurs scénarios adaptés, une histoire avec des mutants dans lequel il y a un mutant, un jumeau maléfique qui doit affronter le personnage principal, quoi. Il y a quand même X-23 pendant une partie du truc qui est le jumeau maléfique de Logan, qui a été créé dans un laboratoire. Et ce genre de film là, ça a été Oscar de la meilleure adaptation. T'as vraiment l'impression qu'ils ont vraiment envie de satisfaire tout le monde, y compris les geeks, quoi. Suivi ensuite par Molly's Game, l'adaptation de l'histoire de Molly Bloom et pas des arnaques, mais des soirées de poker qu'elle organisait et de comment ça a entraîné sa chute. Et Mudbound, l'histoire de deux familles, une blanche et une noire, qui vivent en même temps sur une propriété dans, je sais même plus où exactement, en Louisiane ou au Tennessee ou un truc dans ce genre-là, enfin un coin du sud, il me semble, un bon vieux coin du sud, et chacun vit sa vie, chacun dans son propre microcosme et dans son propre domaine, et ces deux familles vont avoir des conflits, mais également des points communs et des moments où ils vont être liés. C'est un film Netflix. C'est un des films Netflix de cette sélection parce qu'il y a quelques films Netflix et VOD qui sont sélectionnés cette année, à nouveau, encore une fois. En ce qui me concerne, pour ce qui est du meilleur scénario adapté, alors je peux pas juger de l'adaptation de tous les films puisque j'ai lu qu'un seul bouquin, mais pour le scénario lui-même, mon prix personnel revient à Mudbound, que j'ai trouvé incroyablement fort, et c'est la première fois que je vois un film Netflix que je considère véritablement comme étant un film. D'habitude, les films Netflix, c'est au maximum du niveau téléfilm. Du très bon téléfilm, je vous rappelle que les téléfilms américains, c'est pas du tout le niveau des téléfilms français, c'est pas aussi minable et machin. Ça a quand même de la gueule, mais ça reste du téléfilm, quoi. Et pour la première fois avec Mudbound, j'ai vraiment vu un film qui était fort, avec un scénario abouti, complet, qui semblait terminé et prêt à être tourné, quoi. Donc, vraiment, en ce qui me concerne, c'est Mudbound qui devrait le remporter. Mais comme c'est celui que je trouve le moins bon, je pense que l'Académie va donner son Oscar au Disaster Artist, parce que ils ont vraiment trop hollywoodisé cette histoire, ils ont transformé un truc qui était vraiment pas très beau et pas très bon et pétri de mauvaises intentions en quelque chose qui semble beaucoup plus positif à l'arrivée, et pour moi c'est trop, ça devient trop niais et trop, on nie trop tout ce qui se passe vraiment derrière le truc, donc voilà, je trouve que c'est pas bon, et donc pour moi c'est celui-là qui devrait gagner de la part de l'Académie l'Oscar et la statuette, qui sont la même chose. Oscar des effets visuels. Sont en sélection Blade Runner 2049, la suite du Blade Runner de Ridley Scott qui était sorti à la fin, au milieu des années 80, qui prend donc un nouveau personnage, K, qui enquête sur la disparition de Rachel, ou de l'enfant que Rachel a eu, donc Rachel étant la réplicante qui terminait le film avec Deckard dans Blade Runner 1. Guardians of the Galaxy Volume 2. Et étrangement, ça m'arrache pas la gueule de le dire, parce qu'effectivement, les effets spéciaux dans Guardians of the Galaxy 2 étaient plutôt bien aboutis et plutôt bien faits. C'était parmi les quelques films Marvel qui ont vraiment des scénarios, des effets spéciaux parfaitement gérés. Donc ça mérite quand même d'être là. Kong Skull Island, la suite de King Kong, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, enfin la suite, le reboot à l'intérieur du Monster Universe dans lequel il y a aussi Godzilla. Franchement, si ça mérite les meilleurs effets spéciaux. Ouais. Star Wars The Last Jedi. Fallait bien le nommer quelque part, hein. il est nommé dans deux trucs, mais c'est toujours des Oscars où... Ouais, si vous voulez, mettez-le là-dedans. Et War for the Planet of the Apes, le dernier volet de la trilogie rebootée de la planète des singes. En ce qui me concerne, ces singes sont si bluffants de réalisme que pour moi, il n'y a aucune équivoque, quoi. C'est obligatoirement le War for the Planet of the Apes qui doit gagner l'Oscar des meilleurs effets spéciaux de cette année. Enfin, il n'y a rien dans les autres films qui peut comparer, quoi. C'est Kong Skull Island, il y a aussi un gorille dedans. Le gorille fait pas du tout aussi réaliste. Bon, bien sûr, il fait 3 mètres de haut, mais de 30. Mais
même avec ça, enfin je suis désolé, les poils, le design, les mouvements, le machin, enfin tout fait beaucoup plus fake dans Kong Skull Island par rapport à ça. Et pour le reste, c'est plus des effets spéciaux d'environnement, quoi. C'est plus des made painting presque, et des décors, c'est pas vraiment un effet spécial particulièrement travaillé sur un domaine particulier. Là, la reproduction des singes, le motion capture, la performance capture, etc. Ils sont vraiment arrivés à un tel niveau que, à mon avis, c'est ça qu'il faut louer. J'ai un peu de mal à me dire quand même que Star Wars, Kong ou Guardians of the Galaxy pour avoir un Oscar des meilleurs effets spéciaux. Je pense vraiment pas que ce soit le truc le plus impressionnant et le plus abouti de ces films-là. Je dirais donc que l'Oscar décerné par l'Académie sera remis à Blade Runner 2049. De façon tout à fait méritée, parce que les effets spéciaux sont très jolis dans Blade Runner 2049, mais enfin, ça reste des paysages et des villes, chose qu'on sait absolument, enfin, faire depuis des années, quoi. C'est quand même pas c'était le truc le plus extraordinaire qu'on ait jamais vu en effets spéciaux. Cela dit, j'ai un doute. Ça me rappelle l'Oscar du meilleur maquillage pour Star Trek. Peut-être que c'est Star Wars qui va l'avoir, mais je vais parier sur Blade Runner. Ensuite, on va passer au son. Ça tombe bien, je vais pouvoir corriger un truc parce que je me suis toujours foiré sur le son. Je n'avais jamais compris la distinction entre mixing et editing. Sound mixing est donc, comme son nom l'indique, le mixage sonore au niveau du volume. Comment est-ce qu'on arrive à gérer les écarts de volume entre les différents points du film. Sont nommés pour le sound mixing Baby Driver, le film quasi clip sur un voleur de voiture qui est passionné par la musique et qui écoute ça tout le temps. Blade Runner 2049, Dunkerque de Christopher Nolan, donc le film sur la fameuse opération Dynamo qui demandait le rapatriement des troupes anglaises en Angleterre, qui est aussi couvert par The Darkest Tower. The Shape of Water, à nouveau, de Guillermo del Toro, et Star Wars The Last Jedi. En ce qui concerne cette catégorie, mon favori, ça va peut-être vous surprendre, sera Blade Runner 2049. Parce qu'effectivement, s'il y a un truc que moi j'ai retenu de Blade Runner 2049, c'est le son. Que ce soit la bande son, mais qui n'est pas nommée malheureusement, ou les effets sonores qui ont été développés dans le film, ça on y viendra un peu plus tard, ou le mixage, justement, c'est vraiment le truc que je retiens du film. Je l'ai revu récemment du coup, et à nouveau ce qui m'a marqué, c'était ce son, quoi. Quand on arrive au centre de... j'allais dire la Valen, parce que Ridley Scott veut lier les deux univers, mais non, c'est pas la Valen, c'est le Tyrell Corporation, ou je sais pas trop quoi, enfin la grosse entreprise, quoi. On arrive devant le truc, il y a cette espèce de grondement de gorge, genre chant grégorien, avec des très profonds qui débarquent. Magnifique. Donc du coup, moi, c'est à lui que je le décernerai. Étant donné qu'il est nommé dans beaucoup de catégories, et qu'il peut pas, à mon avis, il peut pas en gagner certaines, je dirais que le prix de l'Académie sera décerné à Dunkerque, de Christopher Nolan, parce qu'il faut bien qu'il en ait un au moins une fois par cérémonie. Mais sans réelle conviction, à vrai dire. Je suis pas à fond dans le truc. Peut-être qu'ils le décerneront à Blade Runner 2049. Je suis pas sûr. Pour ce qui est du sound editing, alors le sound editing c'est quoi? Parce que quand on dit editing, ça fait c'est montage en principe, la traduction. Sound editing en fait c'est la création sonore, c'est le design sonore. Je me dis putain mais pourquoi vous appelez ça comme ça quoi? C'est en fait la création de sons spécifiques pour certains trucs. Donc là du coup, on a la même sélection, exactement la même, Baby Driver, Blade Runner, Dunkerque, The Shape of Water et Star Wars The Last Jedi. Et là tu comprends un peu mieux quoi, tu dis ah oui, effectivement c'est des films qui demandent de créer des sons particuliers spécifiquement pour eux. The Shape of Water, il faut créer le son de la créature amphibienne. Star Wars, il faut créer le bruit de certains vaisseaux. Dunkerque, il faut recréer certains bruits de bombes. C'est pour ça que pour moi Dunkerque, là non. Mais il faut recréer certains bruits de bombes, ou en tout cas faut les enregistrer d'une certaine façon, ou les bruits de tir, etc. Blade Runner 2049, pareil, il faut créer des sons pour des substances ou des objets qui n'existent pas dans notre monde à nous. Et Baby Driver, il y a des effets sonores particuliers pour les effets de montage. C'est une des rares catégories où je pense tomber d'accord avec l'Académie, et je pense que moi, comme l'Académie, décerneront cette statuette à Blade Runner 2049. Voilà. Suivant. Pour rester un petit peu dans le son, normalement je devrais passer au décor, mais pour rester un petit peu dans le son, on va passer à la meilleure musique originale et à la meilleure chanson. Meilleure musique originale sont sélectionnés Dunkerque, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, l'histoire d'un couturier qui tombe amoureux d'une jeune femme, mais ses habitudes de vieux garçon et de mec extrêmement
strictes vont rentrer en conflit avec cette relation, mais heureusement la jeune femme a quelques ressources sous la main pour le combattre. The Shape of Water, Star Wars The Last Jedi et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Je vais encore vous surprendre, mais dans ces 5 films, celui dont vraiment la musique m'a marqué, c'est Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. C'est dans le vlog, je l'avais dit, la seule chose que je retirerais du film de positif, c'était la musique. Je reste dans cette déclaration avec mes prévisions pour les Oscars. Pour moi, la meilleure musique, c'est dans Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. J'ai eu certaines personnes qui m'ont fait un commentaire sur Phantom Thread me disant qu'ils avaient trouvé que l'utilisation de la musique était très bizarre et très originale. Perso, ça ne m'a pas du tout marqué. Mais alors, si quelqu'un dit ça, peut-être que c'est vers Phantom Thread que va se décerner que va se tourner le choix de l'Académie. En ce qui me concerne, dans ma prédiction, j'ai estimé qu'ils allaient remettre cet Oscar à Dunkerque. Mais avec un doute, avec Phantom Thread, cela dit. Passons maintenant à la meilleure musique originale, et alors cette fois-ci, on va changer un petit peu. Nous allons écouter la musique originale, pas tout, mais on va y en écouter une partie pour voir lesquelles sont les plus intéressantes. La première chanson sélectionnée pour la meilleure chanson originale est Mighty River, composée pour le film Mudbound. Life is a teacher, time is a healer, and I'm a believer, like a river wild. I'm on your side, Choriste arrive. invisible. It's time we put our differences aside. J'aime bien ça. Love is the answer, hate is a cancer. Oh, C'est profond. Love is the answer, hate is a cancer. C'est profond. Très profond. our blood is red. Indeed. We're not so different. We're not. 'Cause underneath, oh, let it wash me. Like a river, Going upstream. like a river, Cutting through like a river. Déjà, rien que ça me... J'ai presque la chair de poule là et tout, hein. to heal this bloodline. Like a river, Yeah. mighty river, Let it wash away. like a river. All the hurt and pain. Pas mal du tout. Ensuite, nous avons Mystery of Love, composé pour Call Me By Your Name, une chanson d'amour donc, je suppose. Oh, to see without my eyes, the first time that you kissed me, feel my feet. C'est très typique en fait de ce genre de film, et du genre de musique qu'on met sur ce genre de film. Et alors l'espèce de ukulélé là, qui fait la musique derrière. Là. Et le mec qui chuchote son truc. C'est le passage que j'aime bien de la chanson en fait, c'est le moment où il fait... Le reste je trouve tellement mièvre. Bon en même temps c'est une chanson sur les sentiments amoureux bien sûr mais... Oh, oh putain. Woe is me, c'est... Oh, comment vous traduire ça, c'est... Oh mon dieu, que je souffre quoi, que je suis miséreux, c'est woe is me. Ah, oh, damned. Vous avez remarqué que je suis beaucoup moins fan de celle-là, déjà. Ouais, non, je suis désolé, pour moi, c'est de l'espèce de popasse merdeuse, là, c'est... rien à foutre, quoi. Ensuite est sélectionné Remember Me, la petite comptine qui a été composée pour le film Coco de Pixar Disney, donc le fameux film sur ce petit garçon qui accède au monde des morts pour essayer d'avoir l'autorisation d'un de ses ancêtres pour devenir un compositeur de musique, un mariachi. Et alors tout le truc c'est que la musique a été composée en mémoire de Mama Coco qui donc perd la boule
Donc tout le truc du Remember Me et Souviens-toi de moi, c'est un petit peu pour ça aussi, quoi. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, each time you hear a sad guitar, until you're in my arms again. Remember me. Next. Ok, donc il y a deux versions en fait. Il y a une version live, entre guillemets, ou acoustique, et il y a une version studio. Donc on va mettre la version studio, je pense que ça va être un peu mieux. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me. Autre chose déjà. Le chanteur a l'air plus juste. For even if I'm far away, I hold you in my heart. Remember me. Oh mon dieu de l'espagnol. Recuérdame. C'est intéressant qu'il y ait un passage en espagnol parce que je me suis toujours dit que justement dans la chanson anglaise, ça se sentait que le rythme n'avait pas été fait pour un truc anglais. Les paroles passent trop à fond la caisse en fait pour que ça soit naturel en anglais. Tu sens que c'est un truc qui a été écrit en espagnol et ensuite traduit par exemple. Tu sens que les mots n'ont pas le bon nombre de syllabes. Juste. D'accord, c'est mieux. C'est quand même beaucoup mieux. Ensuite, nous avons Stand Up For Something, qui a été composé pour le film Marshall. Alors pour le coup, j'ai pas vu le film complet, mais nous allons écouter la musique dès maintenant. C'est Andra Day en featuring avec Come On. You can have everything. What is it? You define the life you're living. Not by what you take, but what you're giving. It all... T'as l'impression que depuis le début, Common il est là. Non, non, filme pas, non, non, filme pas, machin. C'est que des gestes comme ça en fait. Bordel, d'accord. Il y a une opposition quand même entre les deux. Ouais, enfin je veux bien, mais tout le clip c'est un fond noir quand même, merde. Et la dernière sera This Is Me, du film The Greatest Showman. Sur un mec qui organisait des spectacles avec des personnes de foire et trucs dans ce genre là, des femmes à barbe et des trucs dans le... Je suis désolé, j'ai beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de faire des vlogs dessus et je ne peux pas. Rien que quand je vois des images du truc, j'ai la gerbe. Et donc, voyons le clip et voyons la musique du coup qui a été sélectionnée. I'm learning to be ashamed of all my scars. Run away. I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Oh. Je déteste ce genre de chanson. This is me. Ah non, les oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. What? Mais c'est pas sa voix ça. Vous aimez pas danser par -0? Franchement. L'Aude surtout ne te remet jamais en question. Jamais. Ah, il est là-dedans lui.
Et pourquoi il danse pas? Il a fait High School Musical, lui, normalement. Pourquoi il danse pas avec les autres? Ah oui, parce que c'est les gens différents, lui, il est trop mignon. D'accord. Oui, ça c'est bizarre parce que ça fait vraiment clip. Ça fait vraiment clip, quoi, le passage où tout le monde s'arrête et il y a que la soliste qui est au rythme normal et tout le monde redescend ensuite avec un mouvement de caméra comme ça. C'était beau, cela dit, mais ça fait vraiment clip, pas film, quoi. C'est dans le film, ça? This is me. Ouais, ça reste en tête, évidemment. This is me. Oui, sympa. Ça va. Sympa. Bon, alors maintenant, en ce qui concerne la statuette, je suis un peu emmerdé. J'ai des gros doutes sur Mighty River, Stand Up for Something et This Is Me. Je pense que c'est les trois qui sont les plus à même de recevoir une statuette. Malgré tout, et après un long débat avec moi-même, j'ai estimé que ce serait un des rares cas où je serais d'accord avec l'Académie. Et donc, je pense que les deux statuettes reviendront à Mighty River pour Mudbound. Je pense que c'est vraiment la meilleure chanson de cette sélection. J'ai un gros doute avec Stand Up for Something. Et This Is Me, je trouve que c'est beaucoup trop classique pour le coup, pour gagner quelque chose. Cela dit, des fois ils aiment bien le classicisme, mais non, je pense pas qu'il y aura quelque chose pour celui-là. Donc voilà, je pense que ce sera Mighty River. L'Oscar du Production Design, c'est-à-dire l'Oscar du meilleur décor. Production Design, c'est à quel point est-ce que l'argent se sent en gros dans les décors, presque. C'est presque ça l'idée. Sont nommés... Ah putain, je l'avais pas encore vu celle-là. Beauty and the Beast, donc La Belle et la Bête, le remake image par image de son propre dessin animé par Disney, qui déjà avait été sélectionné aux Oscars, donc je suppose qu'ils se sont dit, oh allez, pour être dans le trip, quand on avait nommé le film d'animation, on va aussi nommer le film en image réelle, quoi. Donc, Beauty and the Beast, Blade Runner 2049, The Darkest Hour, alors c'est la première fois que je crois que je vais en parler, The Darkest Hour sur la vie de Winston Churchill, pendant les 3 premières semaines, je crois, après sa nomination au poste de Premier ministre de l'Angleterre, en guerre contre l'armée allemande. Très bon film à regarder. Ensuite viennent Dunkerque, qui est presque sur la même période, puisque c'est l'opération Dynamo qui a été décidée par Winston Churchill, donc il y a un film qui suit l'opération et l'autre qui suit Winston. Et The Shape of Water. La plupart de ces films ont des décors assez élaborés et assez bien faits. Je dirais que peut-être sur Dunkerque et The Darkest Hour, c'est les deux où c'est le plus limite, parce qu'au final c'est surtout de la recréation de vrais décors, et en ce qui concerne Dunkerque, c'est une plage. Et la plage, je vous signale quand même qu'elle est bombardée depuis des semaines et qu'ils ont même pas fait l'effort de foutre des trous dedans, elle est toute lisse et toute propre. Donc en ce qui me concerne, le production design, non, je ne le sens pas sur Dunkerque. Darkest Hour non plus, il y a des très beaux décors et ils sont éclairés d'une belle façon, mais pour moi c'est plus la lumière du coup qui sera à prendre en compte. The Shape of Water a des décors intéressants, c'est à la Guillermo del Toro, c'est des décors assez fat, mais pas non plus les trucs les plus marquants pour un Oscar, c'est pas non plus quelque chose qui reste vraiment en tête, les décors du film. Et La Belle et la Bête, c'est juste de l'esbrouf et c'est une connerie. J'ai donc longtemps estimé que c'était La Belle et la Bête qui aurait le prix de l'Académie, mais finalement j'ai décidé de mettre l'Académie d'accord avec moi et de décerner les meilleurs décors à Blade Runner 2049. Puisque là aussi, il y a de la création, il y a des vrais nouveaux designs, il y a une vraie recherche, c'est en plus du futur usé, donc il faut créer ça d'une certaine façon. Enfin, vraiment, pour moi, c'est là qu'il y a le plus de recherche en termes de décors. Il y a aussi ces décors avec d'énormes statues, il y a le fait d'utiliser du brouillard et de la brume dans beaucoup d'endroits, mais de la brume orange, où il n'y a pas du tout la brume de la couleur habituelle. Je pense quand même qu'en termes de décors et en termes de visuel, Blade Runner mérite largement cette statuette. Ensuite, on arrive à la section maquillage-coiffure, make-up and hairstyling, et là, la sélection n'a aucun sens. Vous faites une sélection maquillage qui n'inclut ni Guardians of the Galaxy, ni Star Wars de l'âge Jedi, pas les meilleurs films qui soient dans cette sélection globale des Oscars, mais certainement ceux qui ont le plus de personnages avec des maquillages, des prothèses et des choses intéressantes. Il n'y a pas The Shape of Water qui contient une créature amphibienne,
Donc niveau maquillage et costume, là aussi, il a quand même fallu créer un sacré truc, et il est pas dedans, quoi. Donc en gros, les 3 films qui devraient naturellement se retrouver dedans n'y sont pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a Victoria et Abdul, donc le nouveau film de Stephen Frears, qui ne contient... Enfin, niveau maquillage, limite, il leur a mis du fond de teint de temps en temps, quoi, mais à part ça, il y a quand même pas grand-chose, quoi. Alors d'accord, il y a des costumes avec des broderies, des trucs un peu sympas, mais enfin, quand même, quoi, tu mets ça alors que t'as des films de science-fiction autour. Wonder, un film sur un petit garçon qui est né avec une malformation faciale, et qui du coup a subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique, mais qui malgré tout ne lui ont pas donné un visage tout à fait naturel, donc il y a une prothèse pour cacher un peu son nez et pour lui mettre des traces un peu de maquillage et d'opération, quoi, d'opération chirurgicale plutôt que des traces de maquillage. Mais c'est la seule prothèse un peu avancée du film, quoi. Et c'est... D'accord, c'est central à l'histoire, mais il y a plein d'autres films où les maquillages sont centraux à l'histoire et ils ont pas mis, genre The Shape of Water, tu vois. Enfin, vous voyez. Donc, bref. Et alors, dans tout ça, Darkest Hour. Et alors justement, enfin vous m'auriez demandé de sélectionner un film comme ça au hasard avec maquillage et coiffure, je vous aurais jamais mis celui-là, mais dans cette sélection, c'est le seul qui va me rester. Pour le maquillage, la prothèse de Gary Oldman, et les tenues et les coiffures d'époque qu'ils ont mis pour tous les autres personnages. Mais franchement, je sais pas d'où ça sort, quoi. Je ne comprends pas cette sélection. En plus, les maquillages et coiffures, c'est toujours le truc où il y a que 3 ou 4 nommés, et à chaque fois tu te demandes, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis d'autres? Enfin, pourquoi vous avez mis ceux-là, quoi, dans la liste, quoi? Ça n'a aucun sens. Donc, j'ai décidé de tomber là aussi d'accord avec l'Académie, je pense, et de décerner ma statuette et celle de l'Académie à Darkest Hour. Si c'en est un des deux autres qui gagne, je comprends pas. Je vois pas ce qui est récompensé dedans, quoi. C'est bon. Donc voilà. Ensuite, nous allons arriver au meilleur costume, pour rester toujours dans les Oscars techniques. Sont sélectionnés dans les meilleurs costumes. La Belle et la Bête, Les Heures Sombres de Darkest Hour, Phantom Thread, donc sur un couturier quand même, The Shape of Water, et Victoria et Abdul. Peut-être que du coup, ils ont sélectionné le costume amphibien dans celui-ci, mais je crois pas, je crois qu'ils ont sélectionné les costumes pour les costumes qu'ont les personnages de base du film, quoi, les personnages humains, Gilles, comment s'appelle la fille, putain, Elisa, je crois, Elisa. Je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont nommé, quoi. Donc vraiment, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Et les costumes de Darkest Hour, pareil. Enfin, d'accord, de temps en temps il y a une robe, mais pour le reste, la plupart du temps, c'est des tuxedos, quoi. Enfin, c'est des vestes, chemises. Enfin voilà, quoi. Rien de spécial. Alors du coup, j'ai hésité avec Beauty and the Beast, en me disant peut-être. Au final, je me dis que quand même, Beauty and the Beast, c'est pas ouf non plus, quoi. Donc, en ce qui me concerne, mon Oscar personnel, je vais le décerner à Victoria et Abdul, qui, en termes de costume, pour le coup, contient pas mal de choses qui sont... qui devaient être fait main, et qui devaient être... ou des reproductions très compliquées à faire, etc. Et en plus d'époque, parce que je sais qu'ils font très attention à bien respecter les choses de l'époque, ils ont mis du champagne d'époque mal distillé. Ils avaient un chanteur qui chantait comme à l'époque, et je suppose que du coup les coutures doivent être un peu comme à l'époque, où on ressemblait au truc de l'époque, et les méthodes faire ressembler au truc de l'époque. Donc peut-être que ça peut être intéressant. Je pense que celui qui remportera la statuette sera Phantom Thread. Le film tourne autour de ça, pour le coup, et contrairement à Beauty and the Beast, c'est pas juste pour t'en mettre plein les yeux pendant 2 secondes, il y a aussi une petite recherche là-dedans. Enfin, pour moi, il mérite plus, en tout cas. Voilà, s'il y a un film qui mérite plus, c'est Phantom Thread que Beauty and the Beast. Donc, voilà en ce qui concerne mes prédictions pour les meilleurs costumes. Passons ensuite au meilleur montage, et on finira sur la cinématographie. Meilleurs montages sont nommés Baby Driver, Dunkerque, Moi, Tonya, qui est la première fois qu'on l'aborde du coup dans cette liste, le film sur la vie de Tonya Harding, la patineuse artistique qui est soupçonnée d'avoir fomenté l'attaque contre Nancy Kerrigan, sa concurrente sur la glace, et qui bénéficie effectivement d'un montage assez intéressant. C'est un des rares films où spontanément dans mon vlog, je sais même pas qu'il était sélectionné pour ça, mais spontanément dans mon vlog j'ai dit la narration est vachement intéressante, la façon qu'ils ont raconté l'histoire, etc. Donc, voilà. Sont également sélectionnés The Shape of Water et 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Et là, franchement, le montage de 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri est intéressant. Le montage de 3 Billboards. Vous êtes sérieux, quoi? Enfin, qu'est-ce que vous avez avec ce film? Putain, je rappelle à l'Académie quand je dis vous. Mais ça n'a aucun sens, quoi. Ce montage est d'un lambda, mais... Pourquoi? Donc, dans cette catégorie, alors, j'ai eu un petit doute avec Baby Driver.
Mais je me suis dit, un montage en rythme avec de la musique, c'est quand même pas la première fois qu'on voit ça non plus à l'Académie des Oscars, quoi. Donc, j'ai hésité. Dunkerque, il a été remonté à l'envers uniquement parce que l'autre était... Enfin, il s'est rendu compte que l'histoire passait pas du tout s'il la mettait dans le sens normal, et il est incapable de raconter quelque chose dans une narration linéaire normale qui va toujours dans le sens droit. Donc, c'est pas non plus le truc le plus recherché du monde, quoi. C'est vraiment parce que c'est son style, presque, et que parce qu'il a décidé de le faire. J'estime que l'Académie doit me suivre sur ce point, et que nous devons remettre une statuette à I, Tonya. Moi, Tonya, le film sur Tonya Harding. C'est le film qui a la meilleure construction, et là où le montage est le mieux utilisé pour raconter l'histoire et pour créer des émotions et des sentiments particuliers. Avec un doute sur Baby Driver, donc, peut-être sur Dunkerque, parce qu'ils sont tellement débiles qu'ils seraient capables de lui filer, mais vraiment, j'ose pas y croire, quoi. Donc je vais vraiment prendre mon courage à deux mains et essayer de soutenir l'idée. Oui, je pense que celui qui va gagner sera I, Tonya. Aidez-moi, soutenez-moi aussi. Et nous allons terminer avec la meilleure photographie, la meilleure image. Sont nommés pour la meilleure image Blade Runner 2049, The Darkest Hour, Dunkerque, Mudbound et The Shape of Water. Je serais pas pour Mudbound, parce que la photographie est pas extrêmement intéressante. The Shape of Water un peu plus, mais déjà vu également pour Guillermo del Toro, c'est pas la première fois qu'on le voit, ni ses mouvements de caméra, ni ses décors, ni quoi que ce soit. J'ai un doute entre Blade Runner, Darkest Hour et Dunkerque. J'ai considéré personnellement, au niveau de la cinématographie, et donc en particulier du jeu de la lumière, mais aussi de la composition, évidemment du cadre, j'estime que c'est The Darkest Hour qui le mérite. En ce qui me concerne, quel que soit le film en sélection là-dedans, c'est celui qui a la meilleure recherche en termes de lumière et de cadre. Blade Runner est intéressant également, mais je crois que pour le coup, celui-là reviendra à Dunkerque. Parce que dans la liste des Oscars qu'il serait inutile de remettre à Christopher Nolan, il y a l'Oscar de la cinématographie, puisque c'est toujours le mec qui tourne en pellicule, c'est toujours le mec qui tourne en IMAX, c'est toujours machin, etc. Donc il y a les meilleures lentilles, donc, a priori, il est vraiment dans ce qui plaît à l'Académie, quoi. C'est refuser le numérique et tout le bordel. Donc je pense que c'est Dunkerque qui aura cette statuette-là de la part de l'Académie. Nous allons maintenant passer aux acteurs, avant de faire les meilleurs films étrangers et d'animation, et terminer avec le meilleur film et la meilleure réalisation. Soyons galants, commençons par les femmes. Sont nommées pour la meilleure actrice dans un rôle principal, Sally Hawkins pour The Shape of Water, Frances McDormand pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Margot Robbie pour I, Tonya, Saoirse Ronan pour Lady Bird et Meryl Streep, parce que c'est Meryl Streep, pour The Post. Ma sélection personnelle dans cette liste, et vraiment par rapport à la liste, sera Margot Robbie dans I, Tonya. Je considère pas que ce soit une performance digne d'un Oscar, mais comparant avec les autres, j'ai déjà vu Saoirse Ronan faire ce genre de performance, c'est pas une surprise de savoir que Saoirse Ronan est une bonne actrice, Meryl Streep non plus, et Sally Hawkins, malheureusement, je la trouve quand même un petit peu discrète. Alors, vous me direz, c'est un peu logique, elle est muette dans le film, mais je la trouve quand même pas si marquante que ça non plus, donc... en ce qui me concerne, c'était donc Margot Robbie. En ce qui concerne l'Académie, étant donné qu'ils me détestent et qu'ils ont des coups de chiottes, ce sera Frances McDormand pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, à mon sens. Meilleure actrice dans un rôle secondaire sont nommées Mary J. Blige pour Mudbound, j'allais dire Mudblood, les sandbourbes dans Harry Potter. Donc Mudbound, Allison Janney pour I, Tonya, où elle joue la mère de Tonya Harding, Leslie Manville pour Phantom Thread, où elle joue la sœur du personnage principal, et non pas... L'intérêt amoureux de la nana n'est pas sélectionné dans les meilleurs rôles, tu dis quand même, c'était elle qui était un peu plus marquante que ça. Laurie Metcalf pour Lady Bird, et Octavia Spencer pour The Shape of Water. À mon sens, Octavia Spencer et Mary J. Blige sont importantes dans leur film, mais tout de même pas si marquantes que ça. Je dirais d'ailleurs plus Mary J. Blige s'il fallait choisir. Je m'étais dit d'ailleurs que c'était elle, Mary J. Blige, qui recevrait l'Oscar de la part de l'Académie. Et après je me suis dit, vous savez ce qui sera très drôle,
c'est d'avoir fait des Oscars extrêmement mixtes et variés, et d'avoir des gagnants entièrement blancs et entièrement masculins. Donc, là c'est la meilleure actrice, donc ça peut pas être masculin. Je me suis dit, quelle est l'actrice que vraiment je verrais pas recevoir un Oscar dans cette liste? Et donc j'ai déterminé que l'Académie décernerait son Oscar à Laurie Metcalf pour Lady Bird. Voilà. En ce qui me concerne, je le remettrai à Allison Janney pour I, Tonya. Ensuite, j'ai eu un petit peu la même chose avec les acteurs dans les rôles principaux. Sont nommés pour le meilleur acteur dans un rôle principal Timothée Chalamet pour Call Me By Your Name, Daniel Day-Lewis dans son dernier rôle, paraît-il, pour Phantom Thread, Daniel Kaluuya pour le rôle principal de Get Out, et c'est vrai qu'il était excellent dans ce rôle, Gary Oldman pour The Darkest Tower, avec rôle de composition totale avec en plus prothèse sur la figure, et Denzel Washington pour Roman J. Israel. Esquire, ce film-là, vous n'avez pas encore entendu parler, et vous avez bien de la chance, parce que moi je l'ai vu, et j'ai pas compris ni ce que le mec essayait de te dire, ni pourquoi le truc s'était finalement retrouvé en sélection. Je suis persuadé que c'est parce que l'année dernière, Denzel Washington s'est retrouvé en larmes face à l'Oscar qu'avait gagné Casey Affleck. Donc je crois qu'ils l'ont nommé cette année pour essayer de se faire pardonner, et peut-être lui donner du coup également pour se rattraper de l'année d'avant. Du coup, j'ai cru pendant très longtemps que j'avais mis au tout départ dans mes prédictions que c'était Denzel Washington qui gagnerait l'Oscar de la part de l'Académie. Mais j'ai eu le même mode de pensée que pour la meilleure actrice dans un rôle secondaire. Ce serait quand même très drôle d'avoir fait une sélection très mixte pour n'avoir que des blancs qui gagnent. Et étant donné ce qui m'est arrivé l'année dernière avec le meilleur acteur donné à Casey Affleck, j'estime que l'Académie cette année récompensera Timothée Chalamet dans son rôle de Call Me By Your Name, parce que c'est le mec qui ne mérite pas sa statuette dans cette liste. Mon choix personnel, ma statuette, reviendrait à Daniel Kaluuya pour Get Out. Ensuite, meilleur acteur dans un rôle secondaire sont nommés... Lui, je vais le faire en dernier pour vous parler... non. Sont nommés... Willem Dafoe pour The Florida Project. Je vais dire Project. Le film que je n'ai même pas réussi à regarder de cette sélection. Le film que j'ai trouvé tellement cliché, mais dans le cliché du genre cliché auteur, Oscar, etc. Bateau et idiot et puant que je n'ai même pas pu le regarder. C'est un film qui est divisé pour moitié entre la vie d'enfant, dans une espèce d'ensemble immobilier avec plein d'appartements, et l'autre moitié se concentre sur les parents et les adultes, en gros, du centre. Par exemple, une mère prostituée qui continue à se prostituer alors que ses enfants sont dans le coin et qui les éduque extrêmement mal et qui parle comme un charretier de A à Z depuis du début à la fin du film, etc., etc. Enfin bref, la plupart des reproches que j'ai fait à Three Billboards Outside Ebbing, Missouri empirent. Je vous mets au défi de regarder ce film sans vous faire chier dès la première scène. Parce que suivre des enfants qui jouent au milieu d'un immeuble, putain... Le seul truc aussi chiant que j'ai vu dans ma vie, c'était Nana, quoi. Et encore, c'était beaucoup plus chiant que ça, parce que c'était des plans séquences en plus, donc c'était encore pire, et il y avait vraiment que la gamine qui s'amusait toute seule. Mais... Ensuite, est nommé Woody Harrelson pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Richard Jenkins pour son rôle dans The Shape of Water, Christopher Plummer pour son rôle presque principal d'ailleurs, je trouve ça surprenant qu'il le mette en rôle secondaire, pour Tout l'argent du monde, All the Money in the World, le film sur l'enlèvement de Paolo Getty, le fils du milliardaire, je sais plus comment ça s'appelait, du milliardaire Getty, qui était l'homme le plus riche du monde et qui a refusé de payer quoi que ce soit pour récupérer son petit-fils. Et Sam Rockwell pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Je suis un peu en dilemme, parce que le personnage que Richard Jenkins joue dans The Shape of Water est un des rares personnages secondaires dans cette sélection que j'ai vraiment apprécié.
J'ai beaucoup apprécié le rôle du Getty, du grand-père Getty, du milliardaire Getty fait par Christopher Plummer, mais c'est pas non plus un rôle de composition extraordinaire ou un rôle si particulier que ça. Le rôle de Richard Jenkins, pour le coup, il est quand même plus original, il est quand même beaucoup moins vu et un peu plus intéressant en termes de performance, donc je lui décerne ma statuette à moi, mon Oscar personnel. J'estime que l'Académie va remettre la statuette à celui qui le mérite le moins, c'est-à-dire Sam Rockwell pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Maintenant que nous avons terminé tout ça, nous allons passer au meilleur film d'animation, au meilleur film étranger, au meilleur film et au meilleur réalisateur. Sont nommés pour les meilleurs films d'animation une sélection de films tellement étrange que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me déterminer. Le truc le plus surprenant étant que dans cette sélection, il y a The Boss Baby. Si The Boss Baby gagne quoi que ce soit, je vous préviens, je chie sur la moquette. Ce n'est pas logique que ce film gagne quelque récompense que ce soit. Ça montrerait que l'humanité vraiment court à sa perte, mais genre en marathon, quoi. Donc, The Boss Baby, The Breadwinner, un film d'animation qui raconte la vie d'une petite fille en Afghanistan, alors que son père est arrêté pour avoir laissé sa fille justement se promener pas suffisamment voilée, imaginez, pas suffisamment voilée, dans la rue, et donc sa fille décide de se couper les cheveux pour pouvoir sortir correctement sans se faire emmerder, passer pour un petit garçon, et pouvoir du coup aider sa famille et l'entretenir, puisqu'il ne reste plus que sa mère, sa sœur et son petit frère qui est beaucoup trop petit pour faire quoi que ce soit, donc c'est à elle de faire, et sa grande sœur est beaucoup trop grande pour passer pour un mec, donc c'est à elle de se faire passer pour ça. Le film est très très sympathique. Coco, le film d'animation Disney de l'année, pour le coup celui-là je vois vraiment pas ce qu'il fait au milieu de la sélection, je le vois cela dit un peu plus que Ferdinand, le film d'animation Blue Sky de l'année, sur l'histoire d'un taureau qui ne veut pas finir sacrifié dans en pleine tauromachie, quoi. Enfin, comment on dit, un festival, une partie de tauromachie, un round de je sais pas exactement. Très spécial, très particulier. Et Loving Vincent, film d'animation sur la vie de Vincent Van Gogh, fait alors c'est du rotoscoping. Le rotoscoping, c'est tourner quelque chose en image réelle, tracer les contours ensuite, et ensuite remplir ces contours avec de la peinture et ou en tout cas des couleurs quelles qu'elles soient, et peut-être styliser le trait si l'animation a besoin d'être stylisée, mais sinon juste reproduire ce qui est sur l'image. C'est bluffant. Un film d'animation entier dans le style de peinture de Vincent Van Gogh, avec du coup ces traits extrêmement épais, cette texture dans le trait en plus qui vraiment se sent. En plus ils ont une lumière qui rase un petit peu sur le côté pour qu'on ait vraiment les reliefs qui soient marqués vraiment. Donc c'est une animation absolument incroyable. J'y croyais pas du tout au début parce que je trouvais que ça bougeait beaucoup trop. Parce que comme c'est du trait de pinceau, enfin au bout d'un moment il y a trop de mouvements, et je trouvais qu'au bout d'un moment il y avait tellement de mouvements que ça rendait le mouvement illisible. Ça bouge tellement que ça devient compliqué à lire. Il se trouve qu'en vérité, il y a plein d'astuces au niveau de la façon de réaliser. Par exemple, si la couleur reste la même, mais que la perspective change, ils vont bouger le trait de la perspective, mais ils vont laisser la plate couleur d'origine. Donc on sent pas trop le truc qui bouge un peu trop. Il n'y a pas autant de mouvements que j'aurais pu le croire. Je dois même dire que, pour les passages en noir et blanc, j'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à croire que ça puisse être du rotoscoping et quelque chose de peint à la main. Il y a un tel dégradé dans ce gris, ce n'est pas possible que ça ait été fait au pinceau et à la main. Enfin, il y a vraiment des fois des images où j'avais un énorme doute. Mais du coup, juste pour cette performance artistique qui n'a jamais été vue, et le fait que pour réaliser ce film, et c'est même marqué dans le générique du film, il y a eu besoin de 100 animateurs et artistes qui peignaient à la main chacune des images, que ce soit pour moi ou pour l'Académie, le seul film de cette liste qui mérite de gagner quoi que ce soit, avec The Breadwinner, cela dit, c'est Loving Vincent. The Breadwinner est très fort, c'est un film vraiment très très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez, au style de l'animation, ça vous rappelle un peu Persepolis, et au niveau de l'histoire, ça sera un petit peu dans ce domaine-là aussi, avec beaucoup moins, cela dit, d'Occident. Donc du coup, c'est vrai que c'est un film intéressant, mais enfin, dans cette sélection, c'est Loving Vincent qui mérite de le gagner, quoi. Après, tous les ans, c'est Disney qui gagne un truc, donc peut-être, si ça va être Disney, ce sera Coco, mais alors franchement, si c'est Coco,
La petite nouveauté de l'année, l'Oscar du meilleur film étranger. Ça n'a pas été facile de tous les rattraper, mais j'ai fini par tous essayer de l'avoir. Sont donc en compétition pour le Chili, Fantastic Woman, alors comment ça s'appelle? Una Mujer Fantástica, il me semble, qui est l'histoire d'une jeune femme transgenre qui perd son compagnon. Son compagnon fait une rupture d'anévrisme au milieu de la nuit. Et pour la simple raison qu'elle est transgenre, ça va être encore plus difficile que pour n'importe qui d'autre, parce que la plupart des gens, quand ils ont un deuil, peuvent au moins profiter de l'enterrement, des cérémonies, etc. Là, du coup, elle fait face à toute la famille qui refuse qu'elle arrive, et elle fait face à la police qui la soupçonne d'être prostituée, et d'avoir fait des activités illégales, d'avoir pris de la drogue, d'avoir fait des trucs dans ce genre-là. Donc c'est particulier comme film, mais assez intéressant. L'insulte, une affaire d'État en français, ou The Insult en version américaine, qui nous vient du Liban, qui nous raconte le conflit entre un chrétien libanais et un palestinien qui se sont insultés l'un l'autre. Le palestinien est chargé de faire des travaux dans une rue pour réhabiliter certains quartiers du pays, de la ville en particulier où ils sont. Je sais plus dans quelle ville ils sont. Et il doit réparer du coup une gouttière, la gouttière donc d'un chrétien libanais, qui n'apprécie pas du tout qu'on répare ses gouttières sans lui demander, qui donc la casse, et le palestinien le regarde et le traite de sale con. Et à partir de ce simple sale con, va démarrer une affaire judiciaire à la base, qui va finir par devenir une affaire d'État, parce qu'en vérité, cette affaire va faire ressortir tous les anciens conflits, de toutes les guerres qui ont eu lieu et qui n'ont jamais vraiment été résolus dans le cœur et dans la tête des gens, qui ont encore tous des traumatismes, qui ont encore tous des griefs, qui ont encore tous des a priori sur des ennemis et sur des camps et sur des clans. Du coup, cette simple histoire de base amène à quelque chose d'extrêmement profond, et en même temps, le film est très léger et très fun à regarder. En ce qui me concerne, c'est un de mes petits chouchous dans cette sélection, et je vous encourage à le voir si vous pouvez. S'il passe encore à côté de chez vous, je vous encourage à le regarder, il était très bien. De la Russie nous vient Loveless, l'histoire de deux parents qui vont divorcer parce qu'ils ne s'aiment plus, et qui ont également très peu d'amour pour leur enfant, à tel point qu'ils vont une soirée chacun partir de leur côté sans jamais se soucier de qui s'occupe du gosse, et que quand ils vont revenir le lendemain, le gosse aura disparu et ils vont devoir le chercher. Tout le film tourne autour du fait que ces personnages ne s'aiment pas et expriment leur amour d'une façon très particulière. On a un peu l'impression qu'ils sont angoissés à la perte de leur enfant parce qu'ils sont censés être angoissés par la perte de leur enfant, mais qu'au final, leur enfant leur manque pas tant que ça. Il suffit de voir comment ils en parlaient avant, comment ils continuent à en parler de temps en temps, comment est-ce qu'ils utilisent l'enfant pour pouvoir ensuite se balancer des trucs à la gueule. C'est très particulier comme film. On Body and Soul, film qui nous vient de Netflix Hongrie. Et si j'ai ce regard un peu particulier, c'est que c'est un film donc qui doit parler du corps et de l'esprit. Donc, en gros, de l'attirance amoureuse, psychologique et physiologique, physique, sexuelle. Et pour ce faire, le film se déroule dans un abattoir à animaux. Avec des plans insistant et cru et très gros sur justement l'abattage des animaux, et l'équarrissage et couper la tête et tous les machins. Je suppose qu'ils mettent ça pour faire passer un espèce de message végétarien en plus au-dessus de ça, et en plus de dire regardez comment ils sont quand ils se font torturer, quand les animaux se font tuer, se font découper, se font machin. Je suis navré, mais moi du coup j'ai un peu de la campagne, hein, donc des vaches j'en ai trait, des veaux j'en ai vu naître. Et des trucs comme ça, ça me dérange absolument pas de voir des carcasses de vaches qui viennent de se faire découper, qui viennent de se faire retirer la peau, qui viennent de se faire machin. Ça me choque pas du tout, donc du coup je regarde le truc, je fais qu'est-ce que t'essayes de faire avec ça? Et t'es obligé du coup de rester pendant 10 minutes à nous montrer la vache se faire découper morceau par morceau. Qu'est-ce que ça prouve sur quoi que ce soit? Enfin, c'est un peu débile. Ce qui est con, c'est que tout ça est autour d'une histoire qui est assez jolie à la base. C'est donc un homme et une femme qui travaillent dans la même entreprise, et ils n'arrivent pas à savoir pourquoi, mais ils font exactement le même rêve. Ils partagent le même rêve toutes les nuits, et ils s'en rendent compte à l'occasion d'un test psychologique qui a lieu après un événement dans l'entreprise. Et ils vont du coup, pendant tout le film, explorer ce lien et se rendre compte que probablement que s'ils rêvent comme ça, c'est parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre et très liés, et qu'il faudrait qu'ils fassent quelque chose. Le problème, c'est que elle est extrêmement... je crois qu'ils essaient de faire dire qu'elle est autiste, mais c'est tellement exagéré que
Bon. Et enfin, le dernier en sélection pour le meilleur film étranger est The Square, qui nous vient de Suède. Un film qui remet en question l'art et remet en question le rapport des gens les uns aux autres. L'art est censé te questionner sur ton humanité, et donc là la question c'est très clairement de te questionner sur ton humanité parce que ça va être parler d'art et en même temps parler de comment l'art impacte notre façon de réagir, en comparant dans diverses situations à quel point l'empathie des personnages s'exprime. On va dire qu'en gros, chaque scène met en avant un rapport d'empathie, c'est-à-dire que quelqu'un va être dans une situation où quelqu'un d'autre va devoir vivre quelque chose, et on essaye de voir si, en fonction de comment était le personnage au début de la scène, et dans quel état d'esprit il est en général, et qu'est-ce qu'il vient de vivre dans la scène, comment est-ce qu'il manifeste son empathie envers les gens, et comment est-ce qu'elle entre en jeu. On voit par exemple quand il est occupé, il a quasi aucune empathie et il se rend même pas compte de ce qu'il fait, alors que le reste du temps il essaie de se vanter d'être extrêmement civilisé et propre et machin, et d'avoir bonne conscience et de penser aux bonnes choses, etc. Donc je crois que c'est ça. Je vois pas vraiment s'il y avait besoin de mettre ça en rapport avec l'art en général, mais étant donné qu'on va voir un film et que c'est une œuvre d'art et que ça nous parle de notre réaction et que le film lui-même va influencer notre réaction à ce qu'il nous dit, je comprends l'idée. Tout cela étant dit, je pense que je vais là aussi tomber d'accord avec l'Académie et que le film qui mérite ma statuette et leur statuette, c'est L'Insulte. C'est vraiment, je trouve, un film qui passe extrêmement bien, qui dit de très belles choses et des choses très graves en même temps. Et un film qui arrive à passer dans tous ces domaines, dans tous ces registres d'émotions, c'est vraiment quelque chose à regarder. Le film est en plus esthétiquement très sympa, donc c'est vrai que ça donne envie également. Les autres ont leurs points de qualité et leurs points de défaut, et évidemment chacun, et même L'Insulte a certains points de défaut à certains moments, encore que très peu. Mais vraiment, je pense que là, dans cette liste-là, celui qui mérite de gagner une récompense quelconque, c'est L'Insulte. Étant donné que The Square a gagné quelque chose pendant Cannes, il me semble, je crois, hein, peut-être The Square, mais je ne suis pas sûr. Et enfin, nous arrivons aux deux dernières catégories. Dans la catégorie meilleur réalisateur sont nommés Christopher Nolan pour Dunkirk, Jordan Peele pour Get Out, Greta Gerwig pour Lady Bird, Paul Thomas Anderson pour Phantom Thread et Guillermo del Toro pour The Shape of Water. Ma statuette personnelle revient à Get Out. Parce que, encore une fois, c'est un mec qui crée un registre de films qui n'existait pas avec son premier film. Quand même, faut lui tirer son chapeau, quoi. Ce thème dans l'horreur n'avait quasi jamais été traité. Donc rien que ça, tu le félicites. Et je pense que c'est souvent l'Oscar du réalisateur est un moyen de compenser d'autres statuettes qu'on n'a pas donné à d'autres films. Je pense que du coup, rien que pour se donner bonne conscience, ils donneront l'Oscar du meilleur réalisateur à une meilleure réalisatrice. Greta Gerwig pour Lady Bird. Reste que je trouve que ce n'est absolument pas mérité, parce que une nana qui a juste été filmer le monde tel qu'elle le voyait quand elle était jeune, et qui a juste filmé ce qu'elle avait dans la tête, et qui n'avait pas grand chose à te dire. Enfin, je trouve que ça mérite vraiment pas d'être loué, mais après tout, il est sélectionné, donc à un moment ou à un autre, il faudra peut-être qu'il gagne quelque chose. Lady Bird pour la meilleure réalisatrice. Et enfin, roulement de tambour, sont nommés dans la liste des meilleurs films Call Me By Your Name, The Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water et 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. En ce qui me concerne, dans cette liste, mon film préféré est Get Out. C'est donc à lui que je remets ma statuette personnelle. Et concernant l'Académie, je pense qu'ils la remettront à 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Voilà mes agneaux. Je ne sais pas si ça... Je vais voir, est-ce que cette nouvelle technique est plus judicieuse qu'une autre? Est-ce que cette idée de partir sur le truc qui vraiment je voudrais pas qu'il gagne, donc je vais dire que c'est lui qui va gagner? Des fois j'ai des doutes, parce que là, rien que dans la liste des meilleurs films, il y a à la fois 3 Billboards, Dunkerque, Call Me By Your Name, Lady Bird, que des films, je vois pas ce qu'ils foutent là, quoi, donc je comprends pas, The Post, je vois pas ce que ça vient foutre là-dedans. Donc,
les surprises seront toujours au rendez-vous, mais je pense que c'est une technique qui peut potentiellement pas trop mal marcher. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à faire vos propres pronostics dans les commentaires. Et bien sûr, je vous retrouverai après la cérémonie pour qu'on revienne sur les résultats et qu'est-ce que je pense du coup de ceux qui auront véritablement gagné leur statuette. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ces prédictions pour les Oscars 2018. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.